Alors, on va prendre un peu de hauteur avec un beau projet qui va nous être présenté. Pierre-Luc Bossé nous vient des Amériques pour présenter ce projet qu'il a travaillé en partenariat avec l'association John Bost. Et il sera accompagné dans cette présentation de Lionel Barutel, mais je les laisse se présenter, ils le feront mieux que moi. Bonjour tout le monde. Donc moi c'est Lionel Barutel, je suis chargé de mission au laboratoire autonomie et communication de la Fondation John Bost. C'est un service transversal à la Fondation. Oui, c'est une équipe. Donc on intervient dans le champ de la communication, de l'autonomie, de la santé et des apprentissages sur tous les établissements de la Fondation, tout public confondu. Et moi, j'ai plus une touche personnes polyhandicapées et outils de nouvelles technologies. Pierre-Luc Bossé, je suis travailleur social de formation initiale au Québec. Actuellement, je termine une thèse sur la réhabilitation psychosociale dans le champ de la santé mentale. Par contre, en travaillant à la Fondation John Bost, ça va faire 5 ans maintenant que je baigne dans le champ du handicap de tout type. Donc, je suis un peu un intrus, mais je crois que on devrait réussir à faire quelque chose de pertinent par rapport à vos questionnements. Et avec nous, il y a quelqu'un qui nous accompagne, qui n'est pas là en présentiel, mais on a la participation spéciale de Ludovic, une personne accompagnée de la Fondation. Donc, le projet Baromètre, qu'est-ce que c'est? Bien, tout d'abord, le projet Baromètre, c'est un modèle de pratique soutenu par une plateforme numérique et collaborative. Le baromètre cherche à concrétiser la personnalisation des soins et services, aller au plus loin possible dans l'adaptation des soins, des accompagnements proposés aux personnes en fonction de ses particularités, de ses souhaits, de ses envies, favoriser l'autodétermination, le respect de ses droits et le renforcement de l'inclusion et de la participation sociale. Bon, ça a été développé au Québec depuis 2012 dans une perspective de recherche participative qui a impliqué des professionnels, des gestionnaires, des chercheurs, des artistes. Et il y a eu plusieurs boucles d'amélioration continue. On en est maintenant à la 5e version qui va se poursuivre justement. Actuellement, le lien avec la Fondation, c'est qu'il y a eu un voyage d'études en 2016. Et de ce voyage d'études-là, il y a un partenariat qui est né entre mon ancien employeur et la Fondation. Voilà. Excusez-moi, est-ce que vous voulez que je traduise au fur et à mesure en français ou tout se passe bien pour vous? C'est bon? Oui, n'hésitez pas à intervenir. Des fois, j'utilise des expressions québécoises et je m'en rends pas compte. Donc, c'est possible que je prononce drôlement. Est-ce que tu as parlé des artistes et on ne sait pas ce que c'est les artistes Non. en France Non? Non. Ah ben là, je suis largué, là. Bon. Donc, rapidement, où en sommes-nous? Le premier cycle de partenariat 2018-2025, c'était vraiment de co-construire avec 6 établissements de la Fondation, des établissements qui accueillent des personnes qui ont des troubles graves et complexes dans le champ des troubles psychiques, de co-construire des projets personnalisés, mais vraiment, on est vraiment en phase avec la présentation précédente, là. Donc, vous allez, mais vraiment de co-construire avec les gens en favorisant leur participation maximale et tout en veillant à favoriser la qualité de vie des professionnels aussi, pour garder un équilibre, pour que les professionnels puissent avoir un sens au travail et avoir le goût de s'investir et de dédier leur énergie finalement. Donc, toute la question de la mobilisation, de la motivation. Voilà. Et l'objectif finalement de Baromètre, un objectif très concret, c'est d'en faire le dossier numérique collaboratif d'accompagnement, complémentaire au dossier santé, mais vraiment bien intégré au dossier santé de la personne. Donc, pour éviter les doublons et vraiment qu'il y ait un seul et même endroit où on peut trouver l'information. Par contre, ce n'est pas un répertoire numérique classique. C'est vraiment un espace où il y a une expérience d'utilisation qui est vécue. Voilà.
Puis actuellement, ben, on débute des adaptations pour le champ du polyhandicap et les troubles du spectre de l'autisme. On est dans les premières expérimentations. On va vous... L'exemple vécu avec Ludovic est un des premiers du champ des troubles, des handicaps graves et complexes. Je vais le définir de cette façon-là. Vous allez comprendre par la suite. Oh, je suis allé trop vite. Elle est sensible? Ouais. Donc, petit avertissement, ben, je l'ai dit, ça a été développé dans le champ de la santé mentale. Donc, on est vraiment dans une démarche de transférabilité. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a fait qui ne sont pas applicables dans le champ du polyhandicap, c'est clair. Il y a d'autres éléments, des stratégies qui doivent être peut-être pensées pour que ça puisse être viable. Donc, par exemple, pour donner un exemple grossier, on ne parlera pas de processus de rétablissement, de transformation personnelle où la personne devient un citoyen à part entière comme on en parle dans le champ de la santé mentale. Par contre, on va parler de développement d'habitudes de vie significatives et signifiantes pour la personne. Mais les habitudes de vie, ça va du lever au coucher, c'est quelque chose qui, c'est tous les petits gestes qui font qu'on est dans une situation de souffrance ou qui donnent sens à notre vie. Donc, et ça, pour moi, c'est un élément clé de la participation sociale. Ça commence par de vivre des expériences significatives dans nos habitudes de vie concrètes. Et c'est vrai en santé mentale aussi, parce que des gens qui passent leur journée à fumer des clopes et à se bercer, j'en ai vu. Et lorsque les personnes sont assises, ben, c'est une mort prématurée finalement. Lorsqu'il n'y a plus de vie, lorsqu'il n'y a plus d'expérience vécue, lorsqu'il n'y a plus de participation. Donc, comment dynamiser les habitudes de vie? C'est un peu... voilà. Donc, l'avertissement, ben, l'autre chose qu'on a dit et qu'on a répété, c'est que la communication, c'est prioritaire. C'est la priorité numéro 1 pour faire quoi que ce soit d'autre. Dans mon jargon en évaluation de programme, on parle d'une condition critique. Si ce n'est pas là, il n'y a rien d'autre qui marche. Est-ce que ça va jusque-là? Oui? OK. Donc, nous avons préparé un film avec Ludovic. Avant ce film, je vais quand même vous le présenter. Ludovic, il est arrivé sur le pavillon Pénuel, qui est une masse qui accueille les personnes polyhandicapées. Au tout début, sur des accueils temporaires, et puis une fois que la famille a validé que c'était un bon établissement pour lui, il est rentré chez nous, à Pénuel, en 2010. Et donc, c'est l'arrivée d'un jeune adulte dans le monde des adultes. Et comme on a entendu tout à l'heure, bon, c'est pas toujours tout rose, mais on essaye quand même de faire quelque chose. Et notre ami Ludovic, quand il est arrivé, il avait un gros cahier de communication. Et dans son idée, c'était de ne pas utiliser son cahier de communication dans cette nouvelle vie de jeune adulte, parce que le premier établissement où il a passé du temps, enfant et ado, il a beaucoup travaillé la communication, les pictogrammes, avec une orthophoniste, avec une équipe de communication, un atelier de ci et de là, et peut-être de valider, revalider des messages au quotidien. Est-ce que tu veux bien le jus d'orange? Oui, je veux bien le jus d'orange. Oui, je le veux, je le veux, je le veux. Et donc, quand il est arrivé à Pénuel, en fait, ce qu'il voulait, lui, c'était loisir, voir ce qu'on pouvait faire en activité, sortir, bouger, mais pas aller dans un atelier pour apprendre à communiquer. Donc, il ne voulait pas te voir. Il ne voulait pas me voir. Donc ça m'a beaucoup dérangé, parce qu'à l'époque, je tenais un atelier de communication sur cet établissement, et j'étais très embêté. Mais c'est pas grave, il faut laisser les personnes arriver dans un établissement, qui découvrent en fait ce qui se passe, et puis au bout d'un an, j'ai commencé à le pêcher dans l'atelier. Je suis allé le chercher avec du ludique. C'était très intéressant là, ce qu'on a entendu ce matin avec les contacteurs, la relation de cause à effet au niveau des volets. Dans cet atelier, ce que j'ai fait avec lui, c'est du ludique, j'appuie sur un bouton, j'envoie une fléchette grâce à des logiciels sur des jeux, avec des jeux vidéo numériques. Et puis c'est faire des concours de jeux de fléchettes avec d'autres copains qui déjà jouaient avec des contacteurs. C'est marquer le tableau de marque, et puis voilà, qui c'est qui finit premier aujourd'hui sur cette séance. Et petit à petit,
On a repris le cahier de communication. On a enlevé tout un tas de pages parce que justement, Elisabeth Catex parlait hier de messages qui n'étaient pas toujours utilisables dans la communication au quotidien, sur les vidéogroupes et autres. Et bien, on a enlevé tous les animaux du monde, on a enlevé tout ce qui est dragon, contes et légendes et compagnie. Et on a remis des messages plus importants pour lui à ses yeux, quoi. Attends, t'en es où là? Donc petit à petit, relation de cause à effet avec les jeux vidéo. On a viré tout un tas de pages sur son cahier de communication. Et petit à petit, on a intégré le logiciel de communication en apprentissage en atelier. Et au fil du temps, il est parti en autonomie avec son fauteuil électrique et sa synthèse vocale en pleine autonomie. Donc j'ai oublié de vous dire qu'il conduit un fauteuil électrique avec une mentonnière. C'est assez difficile pour lui, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de ténacité, de courage. Donc petit à petit, il y a des outils qui sont rentrés en jeu. Il n'y a pas que la synthèse vocale, parce que synthèse vocale, il faut tenir les batteries chargées. Il peut avoir des défauts techniques. Donc j'ai beaucoup entendu parler de nouvelles technologies ce matin, mais c'est super important d'avoir aussi des outils papier pour pallier à tout ça. Et les techniciens aussi qui s'occupent des outils techniques. Exactement. Et donc, par exemple, dans sa chambre, l'outil du milieu, c'est un panneau de communication en contexte ou tableau de langage assisté, par exemple, où il y a des messages importants pour lui. C'est quand je suis installé dans ma chambre, j'ai besoin, par exemple, d'écouter la musique, de regarder la télé, d'avoir une couverture parce que je peux avoir chaud, je peux avoir froid. D'être bien installé dans mon lit, est-ce que j'ai besoin d'être incliné ou pas, d'être orienté vers la fenêtre ou pas du tout. Vous avez un caca fumant tout au milieu, tout en bas, c'est lui qui me l'a fait rajouter parce que je fais des selles. Si le soignant, l'accompagnant oublie de marquer que j'ai fait des selles, je peux me retrouver avec un suppositoire que je n'ai pas envie d'avoir au bout de 4 jours par exemple, ou 5 jours, enfin, ça c'est le côté médical, n'est-ce pas? Donc c'est très important. Et tout en bas à droite, vous voyez un petit bonhomme avec une idée comme ça, et on l'a entendu tout à l'heure, c'est un autre message. Le message n'est pas dans le panneau, et ça c'est super important aussi d'avoir cette solution, cette sortie, quoi. Cette sortie pour avoir un but. Et pour répondre à Elisabeth Catex, on met des cœurs, encore. Il y a le poster de communication que vous avez à droite, on a parlé beaucoup de passeport de communication et comment faire du transfert donner des informations importantes. Et là, ce poster de communication, c'est le détail de la personne. J'aime faire, je n'aime pas faire. On l'a adapté des posters sparadrap, en milieu hospitalier. On l'a adapté pour les personnes polyhandicapées, c'est-à-dire que j'aime à la toilette, j'aime au repas, j'aime pendant les transferts, installations, déplacements, quand je suis au lit, quand je suis au fauteuil, lorsqu'on me trimballe avec le lève-personne, en temps libre, en activité. Donc encore des cœurs. Et je peux faire, je ne peux pas faire. Et vous avez un autre côté où c'est le versant communication expressive et réceptive, comment je communique. Voilà. Et c'est important, ce poster, excusez-moi, j'y tiens parce que c'est un poster qu'on a développé avec toutes les personnes dépendantes et pas que les personnes polyhandicapées. C'est un super outil, quand il est bien fait, il ne faut pas qu'il reste fixe, il faut qu'il soit vivant. Pour les remplaçants, pour les intérimaires, mais aussi si la personne est hospitalisée, si ce poster peut suivre, voilà, vous êtes hospitalisé, vous n'avez pas la communication, le soignant vous allume la télé sur n'importe quelle chaîne et en fait moi je supporte pas TF1, je veux que France 2. Et cette personne-là, elle va crier pendant toute son hospitalisation, mais si elle a le poster, elle lui France 2 et la personne est super contente et le séjour va bien se passer. Ou pas, ça dépend de l'opération. Ok. Et du coup, je vous parlais d'autonomie, donc fauteuil électrique. Donc au sein du labo, nouvelle technologie, on a réalisé en impression 3D une aide technique, donc une mentonnière adaptée à son menton pour qu'il pilote au mieux son fauteuil électrique. Là, je vous ai fait l'histoire un peu rapido, mais en 2018, ça a été un petit peu le drame parce que dans ses outils de communication, ce qui était très important pour lui, c'était la nourriture de Dordogne, les cèpes, les foie gras et compagnie. Et il y a eu la pose de la sonde GPE, et à partir de là, ça a été très compliqué de continuer
Il a demandé en fait d'enlever petit à petit au fil des années tout ce qui tournait autour de l'alimentation. C'était un petit peu un drame. Et par rapport à la vidéo, le fait marquant, c'est le Covid, où là, il est tombé dans un état dépressif important. Voilà, dépression majeure, et à partir de là, il ne voulait plus d'accompagnement. Comment dire Il ne voulait plus te voir. Alors moi, il ne voulait plus me voir, mais il ne voulait plus voir personne du tout. Donc retrait des outils de communication aussi, mais pas que. En plus, il y a eu des problèmes de fauteuils électriques, et pendant le Covid, en fait, il y a eu des grosses ruptures de pièces électroniques, de ci, de là, donc ça a été très compliqué, pour lui et pour d'autres, bien sûr. Et à partir de là, Ludovic a rejoint un accompagnant via l'hôpital de jour, où il a découvert Baromètre. Et, voilà. Et on va laisser la parole maintenant à Ludovic via une petite vidéo, un entretien qu'on a fait avec lui sur quelques jours et qu'on a synthétisé par la suite. Là, c'est ce que vous allez voir dans... Est-ce que... Oui? Super. Ludo. Je suis né le 19 septembre 1982. Bonjour. Bonjour Ludovic. Je me présente, je m'appelle Pierre-Luc. Premièrement, comment exprimez-vous le oui? En regardant par en haut. D'accord. Comment exprimez-vous le non? En bougeant la tête. Okay. Excellent. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer? Oui. D'accord. Donc, on a parlé de polyhandicap. Hein? Oui. Parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques jours et tu nous as exprimé plusieurs choses. Donc, on a fait un résumé de ce que tu nous as exprimé et je vais reprendre les affirmations avec toi pour voir si tu es toujours d'accord. Ça va? Oui? OK. Donc, dans la définition du polyhandicap, il y a 3 éléments qui sont centraux pour être considérés comme une personne polyhandicapée. Donc, il y a, le premier, c'est une absence de marche autonome. Donc, est-ce que tu peux marcher de façon autonome? Non. OK. Il y a une absence de langage oral signifiant. Est-ce que tu peux parler oralement? Non plus. Hein? Donc, ça va. Et il y a la présence d'une déficience intellectuelle profonde. Quand je n'ai pas mes outils de communication, je suis un fantôme, voire considéré comme un légume. C'est mon opinion et ça m'énerve. Est-ce que tu te sens comme une personne polyhandicapée? Oui? OK. Parce que la dernière fois, lorsqu'on en a parlé la première fois et qu'on t'a parlé de la définition du polyhandicap, tu nous as regardé, les yeux humides, et tu nous as dit « Non, je ne suis pas d'accord avec la définition. »
Est-ce que c'est vrai? Oui. OK. Je suis choqué par cette définition. C'est vrai. OK. Elle nous met dans des cases. C'est vrai. OK. Je considère que ma situation est très grave. Je suis totalement dépendant des autres pour tout. Ça, c'est vrai. C'est un message qui est important pour toi à communiquer. Hein? Puis, en discutant, tu nous as dit qu'une personne polyhandicapée pour toi, c'est une personne en situation de handicap grave et complexe. Ça va jusque-là? Est-ce que je dis n'importe quoi? Tu comprends mon accent? Ouais? C'est bon. Et on a dit une personne en situation de handicap vivant avec des déficiences multiples, avec des incapacités multiples, pas être en mesure de marcher, de manger, seul, d'aller aux toilettes, etc. Donc vraiment plusieurs déficiences, des problèmes de santé chronique, hein, dont les besoins sont multiples et complexes. Ça, je pense que c'était vraiment important. Hein? Avoir des besoins multiples et complexes et être totalement dépendant des autres. Être totalement dépendant de l'environnement extérieur. C'est ça? Ouais. Et ça, cette dépendance-là, c'était pas uniquement pour avoir du plaisir, mais c'est pour vivre. Hein? Donc, être dépendant des autres pour demeurer en vie. C'est bien ça? Donc, Ludovic, tu es membre du conseil de la vie sociale de la Fondation. Ouais. Donc, tu participes à des réunions. Ouais. Pour participer aux réunions, tu dois préparer à l'avance ce que tu veux dire. Ouais. Donc, tu rencontres des professionnels, tu rencontres Lionel pour noter ce que tu veux communiquer lors de la réunion. C'est bien ça? Oui? OK. Donc, moi, je vais m'adresser à Ludovic comme représentant des autres résidents. Ça va? J'aimerais avoir ton point de vue, tes observations. OK. Qu'est-ce que tu observes chez les autres personnes polyhandicapées qui vivent avec toi? Là, la dernière fois qu'on en a parlé, tu nous as dit les personnes s'ennuient. Tu nous l'as dit avec ta tablette. Hein? Hein? Je m'ennuie. C'est bien ça? Oui. Tu observes que les personnes qui vivent avec toi s'ennuient. Et est-ce que tu penses que les personnes ont du potentiel de faire plus de choses, plus d'activités? Oui. Tu nous as dit la dernière fois, elles ont besoin d'être plus animées. Au-delà de manger, se laver, aller aux toilettes. C'est bien ça? Ça, c'est un message important pour toi. Et tu nous as parlé aussi que le moment de la journée où l'ennui était le plus grand, c'était l'après-midi. Nous avons parlé aussi, Ludovic, de l'importance de ton environnement technique. Donc, prenons un exemple concret. C'est très important pour toi que ton matériel fonctionne bien. Ton fauteuil, ta tablette, ouais, ta pompe pour l'alimentation. Non, pas la pompe. Oui, la pompe est importante aussi. D'accord. Et quand ça ne fonctionne plus, ben c'est très important pour toi que le matériel soit réparé rapidement et que tu puisses communiquer efficacement avec les professionnels qui peuvent t'aider. Mais lorsque ta tablette ne fonctionne plus, ton fauteuil ne marche plus, est-ce que tu te sens isolé?
Non? Prisonnier? Tu te sens prisonnier de ton fauteuil. OK. Donc, c'est vraiment important. Est-ce que les minutes te paraissent plus longues? Est-ce que le temps te semble plus long? Oui. Hein, des minutes, on dit parfois que des minutes peuvent être vécues comme des heures. Oui. OK. Est-ce que je résume bien la conversation qu'on a eue ensemble? Oui. Est-ce que tu veux dire autre chose? Moi, je veux dire autre chose. Ah ouais? Ludovic, est-ce que tu comprends bien le québécois? Ou est-ce que tu as fait semblant pendant toute la discussion de comprendre le québécois? Tu as fait semblant pendant toute la discussion? On recommence en français alors. Allez, c'est reparti. C'est excellent. C'est excellent. Tu sens le boudin. C'était ça le message que tu voulais faire passer? À Pierre-Luc. Ah, merci Ludovic. J'ai pris ma douche pourtant ce matin. OK. Donc, on va poursuivre maintenant. On va faire le lien avec Baromètre dans tout ça. Donc, ça change vite. Donc, Baromètre, ben, premièrement, désolé, les diapos. OK. Comme modèle de pratique, parce qu'on a dit c'est un modèle de pratique, donc des points de repère, c'est quelque chose qu'on veut concrétiser dans l'action. Et pour ça, ben, c'est soutenu par une plateforme. Mais la plateforme, c'est un outil qui est très aidant, qui aide à soutenir la réflexion, mais ce n'est pas magique. Donc, s'il n'y a pas le modèle de pratique, ben, c'est comme avec un marteau, on peut faire un peu n'importe quoi. Hein? Donc, il faut apprendre, il y a des guides pour bien utiliser les outils. Donc, le modèle de pratique, ben, premièrement, il est fondé sur une conception du handicap qui est interactionniste, c'est-à-dire que c'est pas la personne, c'est pas une caractéristique individuelle d'être handicapé. La personne se retrouve en situation de handicap dans un environnement. Et si on modifie l'environnement, bien, il y a certaines situations de handicap qui vont disparaître et il y en a d'autres qui peuvent apparaître. Donc, c'est vraiment le fruit de l'interaction entre la personne, ses caractéristiques personnelles et les caractéristiques de son environnement. Souvent, on intervient sur des comportements, sauf que quand on considère l'handicap dans une perspective interactionniste, bien, on se rend compte que finalement, ce n'est pas les comportements qu'on doit changer. Le défi, c'est de créer des environnements qui sont favorables, c'est des environnements qui sont capacitants. Donc, je n'irai pas plus loin, mais c'est un fondement vraiment important dans tout ça. Et c'est vrai autant pour lorsqu'on parle d'handicap, de polyhandicap, donc c'est un continuum. D'un côté, il y a la participation sociale optimale, vous et moi, même si on vit des contraintes, on participe au maximum, on a des capacités, on est capable de modifier notre environnement et tout ça. De l'autre côté, bien, il y a la situation d'handicap total où la personne, finalement, est prisonnière, comme Ludovic devient prisonnière de son fauteuil, devient prisonnier de son fauteuil, s'il est laissé à lui-même. Puis ça va jusqu'au point d'en mourir. Donc, situation d'handicap total à l'autre bout du continuum. Donc, le modèle de pratique, c'est la personne dans son environnement. Je ne vous expliquerai pas le schéma, c'est ma synthèse théorique de doctorat, simplement pour vous dire qu'il y a la personne, il y a énormément d'interactions à l'intérieur d'elle, et cette personne-là est en interaction avec son environnement, et tous les éléments, c'est des facteurs qui peuvent faciliter ou contraindre sa participation sociale. Donc, quand on attribue la responsabilité du handicap à la personne, bien, on vient d'oublier complètement tous les autres éléments sur lesquels on peut agir, dont l'organisation du travail, dont la formation des professionnels, dont les politiques sociales. Et les parents qui ont parlé ce matin, bien, je vous invite à poursuivre votre engagement et à militer parce que le champ du handicap a été formé par le mouvement des usagers, le mouvement des proches, et on est à une étape où c'est encore plus important de poursuivre dans le contexte sociétal où on est,
où justement on attribue énormément d'importance à la performance et toute la question du respect de la dignité de toute forme de vie humaine, ben c'est une question fondamentale pour garder notre humanité qui est à la fois d'être capable, d'être des êtres capables et des êtres vulnérables. On porte tous cette vulnérabilité-là. Il y a des personnes que c'est plus visible que d'autres. Bon. Donc, premier principe du modèle de pratique, se centrer sur la personne. Se centrer sur la personne, c'est tenir compte de la personne dans sa globalité en interaction avec son environnement. Favoriser sa participation maximale, donc aller le plus loin possible par rapport à sa participation. On l'a nommé sous différentes formes. J'insisterai sur l'élément de créer des opportunités de micro-choix. Et les micro-choix, quand les micro-choix s'additionnent, bien, ça devient un continuum de choix et ça devient des choix réels, des choix d'habitudes de vie, finalement, et des habitudes de vie qui sont significatives. Et c'est à force d'expérience, de répétition, d'expériences variées et de répétition que la personne peut dire « bien ça, j'aime ça et ça, j'aime pas ça ». Et elle peut se positionner, mais en vivant une diversité d'expériences. Puis, implication des proches et des personnes de confiance, mais toujours en choisissant la relation. Est-ce que la personne souhaite que ses proches soient impliqués? Est-ce qu'elle a besoin de s'émanciper par rapport à ses proches à un moment donné de sa trajectoire? Donc, se poser ces questions-là aussi, ça fait partie de l'autodétermination. Deuxième point, établir une alliance collaborative. Finalement, c'est la qualité de la relation entre la personne et des professionnels et des gens qui l'entourent. C'est fondamental. Donc, je pense que ici, les moyens concrets, c'est de faire justement tout le recueil, mettre en place la communication, identifier ce que la personne souhaite, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Bon, on l'a dit, je ne répéterai pas. C'est quelque chose qui s'entretient au fur et à mesure et ça prend des conditions parce que c'est beau de parler de l'alliance collaborative, mais ça prend des conditions organisationnelles aussi pour que ça se mette en place et c'est quelque chose qui s'apprend. Et quand on pense que la majorité des professionnels sont jeunes ou ont des trajectoires, ont des savoirs d'expérience, ont vécu plein de choses, retournent aux études, faire une formation d'AS de 8 mois, il faut penser la formation continue, la formation en cours d'emploi, la valorisation du développement de leurs compétences, la valorisation de leur savoir d'expérience, comme il a été nommé plus tôt ce matin. C'est vraiment fondamental pour faire la différence. Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans un emploi? C'est que l'emploi a un sens pour moi. Si mon emploi n'a pas de sens, s'il est juste alimentaire, je vais aller ailleurs, puis 6 mois plus tard, je vais aller ailleurs. Et là, la crise, c'est une crise de sens qu'on vit actuellement, une crise de valorisation sociale et une crise de sens. Donc, perspective globale de la personne, ça passe par un croisement des regards. Puis ce croisement des regards-là, c'est par des évaluations multiples. Évaluation de la communication, qui est fondamentale. Évaluation motrice, qui est tout aussi fondamentale pour voir qu'est-ce qu'on met en place pour que la personne puisse participer, bouger. Évaluation des particularités sensorielles et évaluation du bien-être et de la qualité de vie et de l'impact de l'environnement sur ce bien-être et cette qualité de vie-là. Quand je parle d'évaluation, je ne parle pas d'évaluation psychométrique. Je parle d'évaluation en contexte réel qui est basée sur la discussion, qui peut mobiliser des outils psychométriques, donc des évaluations plus standardisées, mais pas que, parce qu'on évalue quelque chose qui est fondamentalement subjectif, c'est-à-dire une expérience qu'on va être en mesure de décoder dans une rencontre. Donc, d'évaluer par des échelles d'observation, c'est important, mais cette échelle d'information-là, c'est une dominée parmi tant d'autres et on doit en ressortir le sens. Et le sens, pour moi, c'est ce qui est le cœur, c'est les priorités, les souhaits, les micro-choix que la personne fait, en dialogue avec les savoirs d'expérience des proches aussi, et tout ça. Donc, c'est vraiment des proches, de la famille, de ceux qui connaissent bien la personne. Donc, voilà. Lorsqu'on parle de personnes communicantes, on fait tout ça avec la personne. Rien pour nous sans nous, c'est le slogan
historique du mouvement des usagers dans le champ de la santé mentale. Et je dirais rien pour nous sans nous dans le champ du polyhandicap. La seule différence, c'est qu'il faut se donner les moyens de la communication. Mais des personnes comme Ludovic, qui ne correspondent pas totalement à la définition du polyhandicap, peuvent représenter ses pairs, peuvent représenter ses amis, c'est les gens avec qui il vit finalement. Et c'est avec des personnes comme ça, je pense qu'on peut bâtir... c'est ça, voilà. Donc, avec les personnes au maximum, et lorsque la personne n'a pas accès à la communication ou qu'on est dans l'ambivalence, qu'on ne décode pas, bien là, c'est à travers les observations, à travers les savoirs d'expérience des proches qu'on peut arriver à justement recueillir des informations qui vont avoir une valeur en termes d'évaluation et d'orientation de l'action par la suite. Donc, troisième principe, on monte d'une strate. On se dit, ben là, oui, il faut faire tout ça hein, dans l'alliance collaborative, on fait des évaluations, on croise les regards, mais il faut mettre en place des partenariats de soins. Il y a eu des excellents exemples, des exemples de partenariats de soins de réussite, hein, les témoignages de Madame ce matin avec toute la démarche interdisciplinaire qui a été faite en partenariat avec cette maman qui exprimait toute son expérience. Ben c'est ça, c'est un exemple parfait de partenariat de soins. Partenariat de soins avec la personne, entre professionnels. Donc, et pour ça, ben, il faut partager un langage commun, un langage qui n'a pas de jargon, qui est le plus possible dans les mots concrets de la personne. On parlait de pictogrammes, mais au-delà de ça, entre nous comme professionnels, est-ce qu'on se comprend aussi? Donc, vraiment bâtir ce langage-là pour arriver, pour discuter et pour confronter aussi les désaccords, les mettre en lumière. Puis souvent, dans les désaccords, ben, c'est parce qu'il y a aussi des éléments de contexte qui influencent. Puis des fois, les désaccords, ben, les deux côtés sont vrais, mais dans des contextes différents. Donc, 15 minutes. Ouais. Quatrième principe, soutenir le développement continu des compétences. Donc, animer des temps de réflexion, d'apprentissage, tout le volet de formation continue, développement de modules de e-learning. Donc, une stratégie complète, intégrée, de formation continue, d'intégration des remplaçants. C'est énormément de boulot à mettre en place. On n'y est pas arrivé encore complètement. On fait des pas, mais c'est ça. Donc, mais c'est une condition critique à notre avis. Et cinquième principe et le dernier, c'est soutenir la transformation organisationnelle. Les organisations doivent revoir leur mode d'organisation du travail pour permettre, pour favoriser, faciliter l'autodétermination. C'est une condition fondamentale et ce n'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts, c'est quelque chose qui s'accompagne. C'est des compétences particulières de management. Instaurer des managements collaboratifs et non pas directifs, hiérarchiques pour renforcer l'autonomie professionnelle, etc. Tout ça, en d'autres mots, il s'agit de renforcer le pouvoir d'agir des personnes accompagnées, des proches, des professionnels, en créant des organisations capacitantes. Donc là, on est arrêté au volet des organisations. On pourrait parler de créer des communautés capacitantes aussi. Ça se fait dans certains pays. Ça sera une autre présentation, une autre discussion. Bon. Le grand défi, c'est de concrétiser ces principes-là, les stratégies, dans les routines quotidiennes. On parle de transformer les organisations, mais les organisations, c'est des routines, des professionnels, de management aussi. Pour faire ça, bien, le dossier d'accompagnement, le recueil d'informations dans le dossier santé, au plan numérique, ça peut être un levier. Ce n'est pas une panacée, ce n'est pas miraculeux, mais c'est un levier qu'on a trouvé. On s'est dit, on met tellement d'énergie et de temps à recueillir de l'information, bien, pourquoi les personnes concernées ne pourraient pas participer à ça? Donc, un dossier d'accompagnement numérique et collaboratif où il y a 3 interfaces, une pour les personnes directement concernées, donc s'ils ont les capacités d'utiliser, là on est plus dans les troubles psychiques, avec une certaine autonomie d'usage avec apprentissage. Un en mode accompagné, c'est-à-dire la personne accompagnée avec le professionnel. Une session pour les professionnels seuls, pour leurs observations, les communications interprofessionnelles, et une session pour les proches
qui est en développement, c'est-à-dire que techniquement tout existe. On est rendu au seuil de la validité du partage d'informations, l'aspect légal et tout ça. On veut s'assurer que tout est bien dans les clous avant d'ouvrir, de partager l'information, parce que la loi a changé en 2016, il y a le RGPD. Bon, je vous épargne les détails, mais il y a quand même beaucoup d'éléments à tenir en compte pour préserver la vie privée tout en partageant de l'information, recueillir les consentements, etc. Donc, en gros, une interface avec plusieurs expériences en fonction de qui utilise. Et c'est une interface qui soutient le dialogue, la rencontre, la discussion dans la mesure du possible. Donc, on regroupe des outils d'accompagnement. Donc, des outils de coévaluation du bien-être, de la qualité de vie, des capacités, qui est basé sur une synthèse de la littérature scientifique, des différents corpus qui parlent de qualité de vie, des personal outcomes. Donc, on a fait une démarche de synthèse, de validation écologique de contenu. Là, on serait rendu à la validation psychométrique pour ceux qui s'y connaissent. Mais bon, ça prend de l'argent, ça prend du financement pour faire tout ça. On a un niveau acceptable de validation scientifique. Ce n'est pas un outil psychométrique, c'est un outil qui sert à soutenir la conversation et soutenir le recueil d'informations, qui se veut une évaluation qualitative, donc basée sur le recueil du point de vue des personnes accompagnées, des proches, d'un point de vue subjectif. Donc, mais pour faire justement cette coévaluation-là, un outil pour identifier les priorités et les souhaits de la personne, donc concrètement les tracer, les garder en mémoire, permettre de les afficher au bon moment pour les avoir en tête, pour soutenir le travail des professionnels, dire « Ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est vraiment important pour la personne ». Un outil pour évaluer, pour identifier les personnes qui font partie du réseau social de soutien, donc les professionnels, les espaces de soutien, les membres de la famille, etc. Encore une fois, ça permet d'évaluer la relation, mais ça permet aussi de communiquer l'information par la suite. Un espace pour identifier les intérêts, les préférences, les forces, les opportunités qui se présentent à la personne. Bon, ça, c'est très influencé par le modèle des forces américains en santé mentale. Je pense qu'il y a une transposition qui peut se faire dans le champ du polyhandicap, mais voilà. Et ensuite, un espace pour suivre en continu le projet personnalisé de la personne. Une fois qu'on a fait l'évaluation avec la personne, avec ses proches, qu'on a fait la synthèse, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui est central, mais quels sont les objectifs et les actions concrètes. On l'a vu avec le projet personnalisé développé par la Croix-Rouge, qui est exactement dans la même philosophie. Ici, bien là, on l'a mis en numérique, puis... Donc, on l'a mis en numérique. Il n'y a pas de picto encore, ça fait partie des développements futurs. La vision, c'est de proposer une base visuelle et de pouvoir personnaliser chaque picto en fonction de la personne. Donc, voilà. Un exemple de Ludovic, justement, un objectif qui a été construit avec lui. Donc pendant les entretiens, donc Ludovic a nommé en fait ce qu'on appelle la vie affective et sexuelle, ce qui est un grand mot pour Ludovic. C'est déjà pouvoir avoir l'accès à des films pornographiques dans sa chambre qui est un lieu d'intimité. Donc on pense aussi communication à mettre sur la porte ces montants de regard de films pornographiques, et aussi d'avoir une masturbation autonome, chose qui pouvait un petit peu accéder auparavant lorsqu'il n'avait pas la sonde GPE. Et maintenant qu'il a la sonde GPE, il ne peut plus dormir sur le ventre, et donc il ne peut plus du coup se mouvoir dans le lit et puis débuter une masturbation. Donc là, il y a plusieurs idées autour de ça. Il y a une idée de travailler sur un masturbateur connecté,
On est toujours dans la relation de cause à effet. J'appuie sur un contacteur et j'active une radio. Mais là, c'est un masturbateur connecté via un smartphone. Il utilise déjà une tablette, donc il y a moyen de faire quelque chose. Donc là, on est en train de travailler ça avec Ludo directement sur l'application et un contacteur, voir ce qui est possible, tout ça, quoi. Voir ce qui est possible. On s'est renseigné auprès des sex shops sur Bordeaux. On appelle ensemble. On fait la démarche ensemble. Je fais pas la démarche tout seul. Il y a l'équipe d'internat qui est derrière, parce que derrière, il faut que tout le monde soit OK là-dessus. Il y a aussi le côté juridique, bien sûr. Donc il y a toute une sphère autour de ce masturbateur connecté où il faut un peu défraîchir et pousser des lignes. Et donc là, c'est un travail qui est en cours. Et en plus de ça, donc, Ludovic s'est inscrit dans une association. En fait, il milite justement pour accéder aux assistantes à la vie sexuelle. Ouais. Merci. Qui sont interdites en France. Donc, on est vraiment sur un sujet qui est très sensible, qui est vraiment pas évident pour les professionnels du quotidien, qui, dans une perspective du droit, qui est induite par sa situation de handicap. Donc, la question au plan éthique se pose réellement. Pourquoi pas? Bon, il y a des pays qui se sont positionnés en faveur et pas. Donc, les projets personnalisés, l'exemple, c'est que si on va jusqu'au bout, on va découvrir des choses qui sont confrontantes, des sujets qui sont confrontants, des sujets qui sont malaisants, qui nous remettent en question, qui confrontent nos valeurs. Et des fois, on ne veut pas entendre ce que les personnes veulent nous dire aussi sur certains sujets. Donc, c'est d'aller jusque-là. Bon, Ludovic, c'est clair qu'en termes, c'est une habitude de vie que lui considère significative, importante pour lui. Pour une autre personne, ce n'est pas du tout important. C'est pas ça qui va... si la personne n'a pas accès à la représentation, les objectifs ne seront pas du tout du même ordre, mais on est quand même dans la logique, quelles sont les habitudes de vie significatives pour la personne en fonction des préférences manifestées à travers ses comportements, à travers les répétitions du quotidien, dans différents contextes, comme on l'a si bien dit depuis 2 jours. Donc, En tout cas, pour la masturbation, c'est des demandes que j'ai eues sur d'autres établissements. Parce que, comme je vous ai expliqué, le labo, c'est un service transversal et on a des sollicitations de plusieurs établissements en France. Et souvent, c'est assez compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas pu aboutir sur d'autres projets. Et donc, j'espère qu'avec le regard de Ludovic, on puisse avancer, quoi. Il y a un avis juridique qui est en cours. On attend. Par rapport à ce dossier-là, c'est monté au conseil d'administration. Il y a un juriste qui a été saisi. On attend le retour du juriste. Donc, c'est des sujets complexes qui demandent énormément de discernement. Il ne faudrait quand même pas qu'il y ait une situation de proxénétisme qui soit déclarée aussi. Il y a toute la question de la tutrice qui est sa mère. Donc, c'est aussi toute la question de comment aborder des sujets sensibles avec sa mère. Tu n'as pas nécessairement le goût de parler de masturbation. Vous comprenez? Ben moi, je ne serais pas à l'aise, en tout cas. Donc, voilà. Je vais juste... Oh, là, 5 minutes. Oui, ben, ça tombe bien. C'est un aperçu, hein, la plateforme est interactive, c'est extrêmement difficile dans un contexte comme ici, on ne peut pas vous faire expérimenter, là, mais il y a des outils complémentaires, juste vous les mentionnez, vous les énumérez. Premièrement, la liste des dossiers, on l'a rendu interactif pour en faire un espace de communication interprofessionnelle. Donc, les messages de coordination, pouvoir consulter les observations significatives, observations qui sont thématisées en fonction des priorités et des souhaits identifiés par la personne. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe ce qui est important pour la personne. On n'observe pas n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qui va nous permettre d'aller plus loin? Qu'est-ce qui nous permet de tracer les évolutions, la progression, les défis, les enjeux? Donc, ici, on catégorise au fur et à mesure. Et on a une classification. Le squelette de la classification, c'est des thématiques qui sont reconnues pour influencer le bien-être et la qualité de vie. Et dans l'exercice de construction,
on identifie, on priorise par un système d'étoiles les thématiques qui sont prioritaires pour la personne. Donc, de là, la démarche de personnalisation. De plus de 40 thématiques potentielles, on se retrouve à se concentrer, à focaliser sur 5, 6, 7, 10 thématiques maximum pour cette personne-là pendant une période. Et plus tard, on va réviser, on va revoir quelles thématiques sont prioritaires. C'est prioritaire, les besoins fondamentaux sont prioritaires souvent au départ de l'accompagnement. Quand les besoins fondamentaux, quand la mise en confort est faite, bien là, c'est d'autres priorités qui émergent et c'est super important de s'ajuster en continu et de le faire vivre en continu. Le projet personnalisé, ce n'est pas juste une fois par année, c'est une évaluation continue, une remise en question continue et ça, c'est un changement de culture majeur pour les organisations. Voilà des exemples de thématiques qui sont classées par les besoins primaires, la santé, l'estime de soi, vie sociale, projet de vie. On s'entend que pour les personnes qui n'ont pas accès à la représentation, les thématiques se réduisent à environ 18 avec thématiques et sous-thématiques. Ça devient des thématiques qui sont accessibles uniquement par l'observation. Quand la personne ne peut pas s'exprimer, on n'abordera pas la question de l'estime de soi, on ne rentrera pas dans une interprétation vaseuse de comment la personne peut avoir une estime d'elle-même. Donc, on va focaliser sur des choses qui sont davantage observables factuellement. Donc, en conclusion, bien, c'est une démarche de transformation. Accompagner l'autodétermination, ça implique une transformation des représentations des personnes accompagnées. Donc, on passe d'un patient lourdement handicapé à soigner qui est totalement inapte et incapable, un malade extrêmement vulnérable que nous devons prendre en charge et protéger. Une vision classique qui a été dominante partout en Occident depuis des décennies et qui se transforme tranquillement. Et je dirais, la transformation, c'est une transformation éthique, c'est une personne humaine avec des potentialités, comme il a été si bien dit, avec des droits. L'autodétermination, on postule que c'est un droit inaliénable dans la mesure où il y a vie, où il y a manifestation d'une raison pratique, c'est-à-dire qui manifeste une volonté en bougeant, en vivant. Donc, nécessairement, parce qu'il y a mouvement, parce qu'il y a vie, il y a une forme d'autodétermination, si petite soit-elle. Une personne en situation de handicap multiple, qui a des besoins complexes, qui est extrêmement vulnérable et dépendant, mais qui peut apprendre, qui peut se développer, qui peut croître, parce qu'il y a de la vie, justement. Donc, et une personne qui a le pouvoir de réaliser des habitudes de vie qui sont significatives pour elle, dans la mesure où on lui offre les conditions adéquates. Passer du gendarme, de celui qui cadre les comportements, au facilitateur qui observe de façon aiguë, de façon précise, qui favorise l'expression, qui met en place les conditions de la communication, prend en compte les préférences, les souhaits et stimule les apprentissages, renforce les réussites. Vraiment de l'expression éducative on va cadrer ça. Avant de cadrer le comportement, est-ce qu'on a analysé l'environnement qui est perturbateur? Souvent, on ne le fait pas. En tout cas, dans ma recherche, j'ai vu à plusieurs reprises que ce n'était pas fait. Je ne veux pas généraliser. Des projets personnalisés, révisés une fois par année, centrés sur les activités professionnelles. Là, on parle vraiment d'une transformation organisationnelle. À des projets personnalisés évolutifs et dynamiques qui sont coordonnés, où il y a de la communication pour s'ajuster au quotidien. L'organisation d'activités significatives en fonction des priorités de chaque personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'activités collectives. C'est simplement que s'il y a 4-5 personnes qui manifestent un intérêt pour la piscine, on va organiser notre quotidien en fonction des priorités, de regroupement de priorités finalement. Puis une coordination en mode projet, donc ça signifie des développements de compétences, de suivi de projet, de gestion de projet. Voilà. Et finalement, tout ça, ça repose sur un savoir agir en contexte, savoir agir dans la complexité, avec l'imprévisibilité. Il y a des savoirs, des connaissances,
des savoirs techniques, un savoir-être, mais cette conjugaison-là, ça génère un savoir-agir. Et la question, c'est comment peut-on transformer nos organisations en organisations apprenantes, en organisations qui vont permettre à chaque professionnel d'être en apprentissage tout au long de sa vie et de pouvoir partager et être un soutien aux apprentissages de ses collègues. Hein? Pour pas que, justement, il y ait de professionnels qui aient la honte parce qu'ils ont de la difficulté à écrire devant les autres, bien, qu'il y ait des professionnels qui soutiennent, puis que ce soit vraiment une dynamique d'entraide et non pas de jugement ou d'intimidation. Et ça, c'est vraiment un enjeu majeur si on veut valoriser les professions du soin et de l'accompagnement aujourd'hui. C'est vrai ici et c'est tout aussi vrai au Québec. Voilà. Est-ce que un petit mot, Lionel? Tabarnak. Non, Bravo et merci. Et toutes mes excuses pour vous avoir pressé sur la fin, mais c'était pour avoir le temps peut-être de prendre une question. Pas de question, c'est que c'était très, très clair, certainement. Moi, j'en aurais juste une. Est-ce que donc, si j'ai bien compris, il y a une version light, entre guillemets, pour des personnes qui n'auraient pas les compétences qu'aurait la vôtre, ou c'est des items qui sont plus simples? Non, c'est-à-dire que dans les adaptations pour je dirais le grand handicap de façon générale, où on place plus le curseur par rapport à la capacité de représentation et de communication là, à l'heure actuelle, ça va être davantage de proposer ou de mettre de l'avant certaines thématiques plutôt que d'autres, sans nier l'existence des autres thématiques, parce que c'est vrai pour tout être humain. C'est juste que pour guider un peu plus les expériences, guider les professionnels dans leurs réflexions et éviter de créer de la confusion. Donc, c'est des adaptations au niveau des stratégies d'usage qu'on est en train de faire. Okay. Ouais. Et c'est un outil qui est à l'usage exclusif de John Bost ou qui sera mis à disposition de la communauté? Bien, ce que je peux en dire actuellement, bon, tout ça, ça a été développé dans le cadre du réseau public québécois, en partenariat avec la Fondation. Ce qu'on souhaite, c'est que, bon, on termine l'expérimentation. Les résultats de recherche, moi, je dépose ma thèse à la fin de l'année. C'est sûr que l'objectif après, c'est de pérenniser. C'est le scaling up, là, la mise à l'échelle. Donc, les résultats et l'expérimentation qu'on fait depuis plusieurs années démontrent que c'est pertinent, ça change, ça l'apporte. Il y a vraiment une valeur ajoutée dans la vie des personnes accompagnées, pour les professionnels, à la condition qu'on mette en place les conditions nécessaires. Et ce qu'on souhaite, c'est vraiment pour cette pérennisation-là qu'il y ait une forme de mutualisation des forces, des personnes, des organisations et des personnes qui souhaitent le mettre en place, que ça demeure à but non lucratif, donc dans une visée de réinvestissement en recherche et développement pour garder en vie, pour rendre périn finalement le cycle de vie, parce que dans l'univers du numérique, les choses bougent vite. Donc, il faut penser à tout ça, à un modèle économique qui est accessible et en même temps qui est viable à long terme. Et c'est ce qu'on est en train de regarder avec la Fondation John Bost pour que ça puisse qu'on puisse le consolider à la fois à l'interne, parce que là, ce n'est pas déployé encore sur les 40 établissements. On est à 15-16 établissements qui ont débuté la démarche, qu'on puisse consolider à l'interne, tout en pérennisant et en diffusant avec des partenaires externes qui sont intéressés. Voilà, c'est là où on en est. Puis, il y a une démarche similaire qui est faite au Québec, donc pour que ça puisse se consolider, tout ça. On va suivre ça avec attention. Ouais. Bien, alors, je ne peux pas ne pas passer le micro à la présidente. Ah oui, non, mais il faut abuser de son pouvoir de temps en temps. Son pouvoir d'agir, c'est le moment ou jamais. Je voulais juste vous dire un mot à propos de cette présentation, pour laquelle je vous remercie tous les deux, le Québécois et le traducteur, pour laquelle je vous remercie tous les deux. On est franchement très fiers de vous avoir présenté ça, parce que c'est un projet, c'est encore au stade de projet, ça va être travaillé. C'est vrai que Ludovic a plus de capacité souvent que les personnes que nous accompagnons, mais comme l'a dit très justement
Pierre-Luc, c'est une question de curseur. Ce que je voulais vous livrer, partager avec vous, c'est ma propre expérience de quand j'ai découvert ce projet au colloque John Bost l'automne dernier. Et il était présenté avec des personnes qui avaient des troubles du spectre de l'autisme ou des troubles du développement intellectuel ou des troubles psychiques, peu importe, mais des personnes qui étaient capables de s'exprimer. Et je ne vous cache pas que j'ai été très émue, le vrai mot serait bouleversée, par ce qu'ont exprimé ces personnes à qui on donnait la possibilité d'agir directement sur leur propre vie. Et ce qui est revenu à plusieurs reprises, c'est « je suis fière de moi, je suis content parce que ma famille est fière de moi, je suis content de participer à ça ». Et je dois dire, alors j'ai peut-être pas suffisamment d'expérience, mais je dois dire que c'est la première fois que j'entends quelque chose qui remplit les personnes de fierté d'elles-mêmes. Et la façon dont ça a été dit, c'était quelque chose, mais vraiment de bouleversant. Et ça, je voulais le partager avec vous, parce que ça n'a pas été dit, et Pierre-Luc, dans son immense modestie, ne va pas le dire. Mais moi qui n'hésite pas à cafeter, je voulais vous dire que vraiment, c'était quelque chose qui était... Alors évidemment, ça s'adapte, le curseur se déplace, mais c'est quelque chose qui, de ce point de vue-là, est extraordinaire. Et donc, merci beaucoup à tous les deux et à John Bost de nous l'avoir permis de le présenter. Si vous voulez voir une vidéo de 10 minutes qui est accessible sur le site de la Fondation John Bost, vous avez l'adresse ici. Vous pouvez la retrouver sur le site de la Fondation en allant dans le moteur de recherche en tapant baromètre, si vous n'avez pas le temps de tout taper l'adresse là. Et c'est des témoignages de professionnels, personnes accompagnées, qui vivent des situations quand même graves et complexes de troubles psychiques, avec certains avec déficience intellectuelle légère à modérée, qui ont fait toute une démarche et que je tiens vraiment à remercier parce qu'ils se sont impliqués franchement et dynamiquement dans toute la démarche de recherche qu'on a faite.